Salut à tous et bienvenue dans cette émission dans laquelle je vais analyser le patrimoine d'un homme politique ou plutôt d'une femme politique et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Kamala Harris. On le sait, Kamala Harris c'est maintenant la très probable candidate démocrate face à Donald Trump pour les élections de novembre. Et bien sûr, l'intérêt c'est qu'aux États-Unis, tout comme en France, on a accès à la totalité de son patrimoine, enfin pas la totalité, on va voir ça tout à l'heure, mais disons à la majeure partie de son patrimoine au travers des formulaires qu'on trouve sur le site de la Maison Blanche. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du formulaire de la Maison Blanche, que je vais vous montrer certaines fois, mais j'ai tout mis sous Excel parce que c'est quand même beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile aussi pour vous. Alors, pour donner un petit peu plus de contexte, pour ceux qui ne suivent pas la politique américaine, Kamala Harris, comme je le disais, elle est démocrate, elle est considérée comme plus à gauche que Biden, et quand on regarde un petit peu les réglementations qu'elle aimerait pousser en avant du côté de l'économie et des marchés financiers, on voit qu'elle aimerait plus de réglementation déjà des marchés financiers, elle aimerait une application plus stricte des lois antitrust par exemple, elle aimerait une hausse de la fiscalité des entreprises, voilà ce genre de choses, donc quelqu'un quand même de bien ancré à gauche. Aujourd'hui, comme vous le savez probablement, Kamala Harris est la vice-présidente des États-Unis depuis janvier 2021, c'est une ancienne procureure et sénatrice de Californie, et son mari, Douglas Emhoff, dont on va parler ici puisque le patrimoine qui est présenté c'est un patrimoine commun. Lui, c'est un avocat qui est spécialisé en droit des affaires et qui a quitté son poste d'associé dans un grand cabinet pour soutenir la carrière politique de sa femme. Alors, on va commencer par leurs revenus. Alors, je suis parti des documents qu'on trouve sur le site de la Maison Blanche et puis de la déclaration des revenus du couple, mais j'ai tout mis sur Excel pour que ce soit plus lisible. Donc, je vous montrerai de temps en temps le formulaire de la Maison Blanche ou bien mon fichier Excel qui est un peu plus simple. En commençant par les revenus, on voit qu'en 2023, Kamala Harris et son mari ont gagné ensemble $450 000 selon leur déclaration de revenus commune. Kamala Harris a $218 000 de son côté, lui a $175 000 d'un poste de professeur à l'université de Georgetown. Kamala Harris a aussi des revenus, des royalties. Alors j'ai trouvé deux chiffres, j'ai trouvé $6 000 ou $8 500 par an, mais bon, on voit à peu près l'ordre d'idée. Et puis ils ont des intérêts qui tombent sur leur compte bancaire parce qu'ils ont, on verra, des obligations, ils ont potentiellement des dividendes, ce genre de choses, mais je pense plutôt des intérêts pour $50 000. Quand on remonte un petit peu dans le passé, on voit que lui, son mari, comme il était associé dans un grand cabinet d'avocats, il a gagné dans le passé beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui, puisqu'en 2020, il a rapporté une rémunération d'1,2 million quand il était associé dans le cabinet DLA Piper, un grand cabinet d'avocats. Et j'ai retrouvé aussi la somme de $750 000, ce serait le revenu des livres de Kamala Harris depuis 2020. Bon, ça s'est un petit peu calmé parce que ces livres, je crois que le plus vendu, il est sorti en 2019, c'est pour ça que les royalties commencent à diminuer un petit peu, et on a trouvé aussi qu'ils avaient des contributions pour des organismes, donc des charities pour $23 000. Voilà globalement pour la partie rémunération. On voit qu'il y a eu un clair choix de son mari d'abandonner un poste qui était très rémunérateur en tant qu'avocat pour rester uniquement prof invité à Georgetown et faire un sacrifice en termes de revenus. En tout cas, voilà, des revenus qui sont, classiques pour professeurs et puis femmes politiques de haut rang aux États-Unis, rien d'extravagant depuis qu'il a arrêté son poste d'associé. Alors, pour que je vous explique comment j'ai fait jusqu'ici, on n'a pas la somme exacte de combien ils ont placé. À chaque fois, on a des fourchettes. Donc, les fourchettes, ça va être par exemple entre 15 000 et $50 000. Après, ça va être 50 000, $100 000, etc. Donc, à chaque fois, j'ai pris un minimum, j'ai pris un résultat moyen et puis un maximum, ce qui nous donnerait au total comme fortune hors immobilier, je parlerai de l'immobilier un petit peu après, qui serait fourchette basse autour de $3 millions, fourchette haute autour de $6,5 millions avec un patrimoine moyen, on va dire que c'est sûrement celui qui est le plus juste, qui serait de $4,7 millions. Kamala Harris a d'abord des plans de retraite de la Californie, puisqu'elle était procureure, donc elle a été procureure au niveau de la ville de San Francisco, au niveau de la Californie, donc elle a plusieurs plans de retraite. Elle a un premier plan de retraite à $200 000, investi assez classiquement dans des fonds d'investissement. Donc elle a un fonds international, un fonds grosse capitalisation boursière, un fonds mid-cap, donc plutôt moyenne capitalisation boursière, et puis un fonds qu'on appelle Target Date 2045. Vous savez, c'est ce genre de fonds qui a l'allocation d'actifs qui va bouger. C'est-à-dire que plus on est loin de la date, plus il va y avoir des actions, et plus on va se rapprocher de 2045, plus il va y avoir de la partie action va baisser au profit des obligations. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fonds Target Date. Ensuite, elle a à peu près $750 000 dans un fonds de retraite qui est de la ville de San Francisco. Voilà, à nouveau, un fonds Target Date,
un fonds value, c'est intéressant, un fonds SP500 et puis un fonds plutôt croissance, voilà, grosses entreprises de croissance, 750 000 $ déjà, quasiment totalité en actions, à part le fonds Target Date qui doit avoir pas mal d'obligations. J'ai fait plus tard la répartition, je vous dirais actions, obligations, cash, mais on voit déjà que c'est quelqu'un qui investit fortement en actions, ce qui est très rare, vous savez, dans les hommes ou femmes politiques françaises, et enfin un autre plan de retraite pour environ 300 000 $. Ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'on a son mari, donc Douglas Emhoff, qui lui est beaucoup plus actif, on va le voir, qui a en gros deux comptes avec beaucoup d'ETF, c'est ça qui est intéressant. Alors un petit peu de liquidité, mais beaucoup d'ETF, et surtout une grande variété d'ETF, puisqu'on voit qu'il y a des ETF iShares Small Cap, il y a des Vanguard Mid Cap, il y a même des bons du trésor américain long terme, donc le iShares bons du trésor 20 ans. On a des Russell 1000 croissance, Russell 1000 value, iShares Emerging Markets, vraiment de tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des obligations investment grade, donc obligations entreprises de bonne qualité, on a du marché émergent, on a même du high yield, donc des obligations à haut rendement. On a un Vanguard Value Index, suivi pour à peu près le même montant d'un Vanguard Growth Index. Il y a quoi? Il y a des bons du trésor très court terme, il y a des Schwab TIPS, donc TIPS ce sont les obligations indexées sur l'inflation. On a des Van Eck, JP Morgan, là c'est quoi? Emerging Market Local Currency, donc c'est des obligations marché émergent, et puis on a des bons du trésor intermédiaires. Donc c'est pour un montant tout ça de 2 millions, donc on voit que c'est une grosse partie de leur patrimoine, puisque je parlais d'un patrimoine moyen de probablement 4,7 millions. Donc tout ça investi, c'est presque trop beau pour être vrai en fait la répartition, déjà parce que tout est en ETF, ce qui est vraiment super, c'est ce qu'on attend en fait pour moi de quelqu'un qui gère bien son argent et qui en plus a des obligations, qui est ce qu'on appelle une PEP, Politically Exposed Person, donc une personne qui ne va pas faire du trading sur action parce qu'elle a un poids trop important dans l'économie. C'est ce qu'on aurait aimé que beaucoup de responsables de la Fed aient comme portefeuille. Et puis donc c'est bien réparti à la fois en termes obligations, actions, mais même dans les actions, il y a de tout, il y a du growth, du value, dans les obligations, on a de tout, c'est-à-dire que ça va de bons du trésor américain, on a des entreprises, on a des plus risqués avec du high yield, c'est presque trop diversifié, en fait, mais ça je donnerai mon point de vue tout à l'heure. Donc ça c'est le premier gros compte qui est donc au nom du mari de Kamala Harris. Ensuite on a leur compte bancaire, ils ont 4 comptes bancaires avec des grosses sommes dessus, donc si on fait la moyenne, on voit qu'ils ont probablement plus d'1 million, 1 million, 1,5 million de dollars sur les comptes bancaires. Ensuite, ils ont un autre compte beaucoup plus petit de 160 000 $ qui est à nouveau investi dans toute une série d'ETF, 17 ETF dans celui-ci. Et dans le précédent, si j'enlève le cash, on avait combien? On avait 17 ETF aussi. Donc, si je fais maintenant la répartition, donc en regardant un petit peu l'allocation, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque ligne d'ETF, j'ai mis si c'était des actions, des obligations, et puis ou des liquidités. Et pour les fonds Target Date, j'ai mis à peu près ce que j'imaginais en fonction de la date de Target. Et quand on passe à l'allocation, là c'est un peu le choc. Alors ce qui est super, c'est que 39% en actions, c'est bien pour quelqu'un qui est aussi démocrate. Ils ont quand même pas mal d'actions, 39% d'actions, 33% d'obligations. Et bien sûr, ce qui choque, ce sont les liquidités, 28% de liquidités, c'est assez énorme. Et j'avais fait la somme, donc si je prends toujours les moyennes des fourchettes, ça voudrait dire qu'ils ont plus d'1 million de dollars, 1,3 million peut-être, on va dire entre 1 et 1,5 million en liquidité, c'est vraiment énorme. C'est un peu ce qui fait tâche dans cette allocation de patrimoine. Mais sinon, vu comme ça, c'est vraiment une hyper diversifiée avec des frais qui sont très bien gérés, vu que tout ce qui peut être en ETF est en ETF. Après, dans les fonds de retraite américains, je pense qu'ils n'ont pas forcément accès à des ETF. Donc vraiment, j'ai envie de dire des beaux portefeuilles. Alors pour rester sur la partie ETF, 2 points. Déjà, je ne sais pas qui a fait cette répartition. Je suis mitigé. Je me dis soit ils ont un conseiller de gestion de patrimoine, vu la diversification, le fait qu'ils aient autant de classes d'actifs différentes, aller chercher des bonds émergents, enfin des obligations de marché émergent, aller chercher du high yield, aller chercher du très court terme, du très long terme, etc. C'est tellement bien réparti que ça donne à penser que c'est un professionnel qui l'a géré. Mais vu que son mari est avocat, peut-être que ça l'intéresse, parce que ce qui me fait dire que potentiellement c'est lui qui gère lui-même ses comptes, c'est le fait que ce soit
tout en ETF parce que tout comme en France, aux États-Unis, les conseillers financiers gagnent beaucoup plus d'argent en faisant souscrire dans des fonds, ils ont beaucoup plus de rétrocession, etc. Donc le fait d'être uniquement en ETF me fait dire que peut-être que son mari est un fan de bourse, qui s'y connaît bien et qui s'est fait un joli petit portefeuille. Maintenant, on a autre chose d'intéressant dans ces documents, c'est qu'on a les transactions qui ont été effectuées et on voit qu'il y a pas mal de transactions globalement qui ont été effectuées par exemple en février, là on est sur 2023, hein. Beaucoup de transactions en février, ensuite des transactions en avril, ensuite des transactions en juin, des transactions en juillet, etc. De manière relativement bien réparties, c'est-à-dire que les répartitions, elles se situent souvent en milieu de mois, enfin autour du 15-20, etc. Donc je me dis, ça a l'air d'être il n'y a pas de gros paris qui sont pris, ça a l'air d'être une réallocation plutôt, donc peut-être que ce qui a bien performé est vendu et remis dans ce qui a moins bien performé pour essayer de garder une allocation un peu target, un peu cible, ça m'a l'air d'être ça. Donc ça me fait penser que c'est plutôt géré par un conseiller. Voilà, donc ils ont trouvé un bon conseiller qui leur a fait un beau petit portefeuille bien équilibré et 100% en ETF. Donc voilà, si je devais parier, je dirais qu'ils utilisent un conseiller ou alors que, comme je le disais, le Douglas, là, le mari de Kamala Harris, est quelqu'un qui est tranquille avec son portefeuille ETF qu'il gère lui-même, mais je ne verrais pas des réallocations. Soit il ferait aucune réallocation, en fait, soit il ferait un petit peu plus de trading, mais bon, voilà, si je devais parier, je dirais conseiller financier qui leur a fait un beau petit portefeuille. Point intéressant, parce que je vous disais que c'est très transparent, que c'est un beau portefeuille, etc. C'est que malgré tout, quand on ouvre le document, une des premières choses qu'on voit, c'est qu'ils ont un trust. Alors le trust, vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas transparent, qui est très opaque, etc. Et ce qui est assez intéressant, enfin même très intéressant, c'est que Kamala Harris s'est battue contre ces trusts, notamment pour que, c'est exactement ce qui arrive, pour qu'il n'y ait pas des politiciens qui puissent cacher des choses dans ces trusts. Donc qu'y a-t-il dans ce trust ? Bon, déjà, c'est pas quelque chose qui est vraiment caché, puisque rien que le nom du trust, il s'appelle KDH DCE Family Trust, donc c'est vraiment KDH, ce sont les initiales de Kamala Harris, DCE c'est les initiales de son mari, voilà, ils n'ont pas pris un nom qui empêche de les relier à ce trust. Et ce qui a été déclaré, le problème c'est que c'est purement des déclarations, on ne sait pas réellement, c'est qu'il y aurait dans ce trust uniquement la partie immobilière de Kamala Harris et de son mari, c'est-à-dire une maison qu'ils ont achetée à Los Angeles en 2012 pour 2,7 millions, qui serait évaluée aujourd'hui à environ 5 millions, sachant qu'ils ont repris en emprunt d'environ 2 millions, et puis ils auraient un appartement, voilà, de mémoire, je crois que c'était un appartement qui valait 2 millions, donc ils auraient, allez, si je fais 5 plus 2, 7 millions, j'enlève 2 millions de... Alors, il faut que je retrouve le montant exact de l'emprunt, mais je crois que c'était autour de 2 millions. Oui, on n'a pas, dans le formulaire, on n'a pas le montant exact, mais j'ai lu dans un article du Wall Street Journal que c'était 2 millions de dollars. Donc, on va dire, allez, globalement, qu'on aurait 5 millions de dollars dans l'immobilier. Ce qui me fait dire qu'ils ont un joli patrimoine. Alors, joli dans quel sens ? Mais ce que je trouve sympa, c'est que c'est très cohérent. C'est-à-dire que déjà, le montant de leur patrimoine est très cohérent avec ce qu'ils gagnent. Donc s'ils ont un patrimoine, allez, disons, pour donner un chiffre, un patrimoine autour de 9-10 millions de dollars, c'est tout à fait cohérent avec le fait que lui, il a été associé. Donc les deux ont 59 ans. Lui a été un avocat associé dans un cabinet pendant longtemps. Elle a eu des bons postes, mais des bons postes dans l'administration. Elle a été procureure, etc. Donc elle a beaucoup moins gagné que lui. Donc voilà, rien d'aberrant, sachant que quand j'avais regardé à une époque les patrimoines des ministres, etc., les patrimoines étaient très souvent bien inférieurs à ce qu'on pourrait s'attendre, ou celui d'Emmanuel Macron, tout simplement. On a des patrimoines qui sont pas en adéquation avec les sommes qui ont été gagnées, donc on peut penser que ce sont des gros dépensiers. En tout cas, on sait très bien que les Français sont pas fans de bourse. Là, je trouve que donc à la fois le patrimoine est vraiment très cohérent par rapport à ce qu'ils ont gagné, mais aussi qu'il est très bien réparti, que ce soit entre immobilier, bourse, etc. Alors bien sûr, il y a ce fameux million et demi qui traîne sur des comptes bancaires. Peut-être qu'ils ont un projet, j'imagine que c'est ça, mais si on enlève ce bémol d'avoir un gros million sur des comptes bancaires, c'est vraiment très très bien réparti entre obligations, actions, immobilier, etc. Alors ce qui est drôle, c'est que les articles qui parlent de ça disent « Oh là là, quel patrimoine ennuyeux de Kamala Harris, vraiment, elle prend pas de risque, etc. » Oui, pour des Américains, elle prend pas de risque, mais si
on compare ça à n'importe quel patrimoine d'hommes politiques français, elle a beaucoup d'actions, en tout cas son mari, mais même elle, dans ses plans de retraite, beaucoup d'actions, même en termes d'obligations, il y a un peu de risque qui est pris sur des obligations marché émergent, sur des obligations au risque. Donc franchement, quand j'ai vu ce patrimoine, je me suis dit, c'est bien, moi j'aimerais bien avoir des hommes politiques français qui sont investis comme ça dans des ETF, bien diversifiés, on sent qu'il y a quelqu'un qui gère, voilà, on sent qu'il y a quelqu'un qui gère derrière. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est un professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà un patrimoine qui m'a bien plu. Alors j'ai pas encore d'avis sur Kamala Harris en tant que femme politicienne, si vous voulez, mais en tout cas, quand je regarde leur compte, je me dis, voilà, c'est des gens qui ont bien géré à la fois leur carrière et puis leur patrimoine, leur épargne en tant qu'épargnant. Si j'avais reçu ça sous un nom anonymisé, si vous voulez, j'aurais dit à cette personne, waouh, bien géré, et pourquoi 1 million, 1,5 million sur des comptes cash, et j'imagine qu'il y a une explication derrière, mais sinon j'aurais dit, bravo, on sent que voilà, bel effort d'épargne, globalement c'est bien, résidence principale, plus un achat, je ne sais pas si c'est locatif ou non, voilà, avec un peu de dette en face, et puis derrière beaucoup d'ETF. Non, j'ai trouvé ce patrimoine très sympa. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, pas forcément de Kamala Harris en tant que femme politique, parce que moi, c'est pas forcément ça qui m'intéresse, mais en tant que patrimoine, est-ce que vous trouvez que son patrimoine, il correspond à, leur patrimoine plutôt correspond à les montants gagnés jusqu'ici, et ce que vous trouvez que c'est bien réparti, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Voilà, mettez-moi ça en commentaire. Alors bien sûr, quand on pense patrimoine, homme politique américain, on pense pas forcément à Kamala Harris, mais plutôt à Donald Trump. Le problème avec Donald Trump, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à analyser comme patrimoine, parce que, déjà, c'est pas la personne qui va être la plus transparente, donc forcément, sa déclaration est beaucoup plus complexe, même s'il faut que j'aille, quand il devra la refaire, j'irai jeter un coup d'œil, bien sûr. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le patrimoine de Donald Trump, qui bien sûr se compte en milliards, lui, et pas en millions comme ici, a été très influencé par, vous savez, le réseau social qu'il a introduit en bourse, qui lui a fait gagner énormément d'argent. Donc voilà, j'espère pouvoir faire ça dans une de mes prochaines émissions, de regarder un petit peu le patrimoine de Donald Trump, mais malheureusement j'ai peur que ce soit pas aussi transparent. Voilà, mais à nouveau, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé du patrimoine de Kamala Harris. N'hésitez pas à me faire vos idées de prochaines émissions, voilà, en allant chercher des choses un petit peu plus originales, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait fait dans le monde YouTube francophone. Donc si vous avez des idées un peu sympas ou des documents un peu sympas à étudier, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas le petit like, c'est toujours sympa de partager si ça vous a plu. Et à bientôt pour d'autres émissions.